La dernière étape de notre voyage dans le Berry nous emmène maintenant dans l'Indre. Ces grandes étendues paisibles offrent aux amoureux de nature et de patrimoine un riche éventail de découvertes. Née sur ces terres, Dorothée Menu y est intimement liée depuis toujours. Après un passage à Paris de plusieurs années, elle décide de retourner dans le pays de son enfance pour tenir des gîtes. Elle souhaite nous faire découvrir Nohant, un petit village qui abrite la maison d'une auteure majeure du début du XXe siècle, George Sand. Ce domaine, entouré de jardins et parfaitement préservé, Annick Dussault le connaît sur le bout des doigts, puisqu'elle en a dirigé le musée. C'est un domaine qui est particulier pour moi parce que ma mère me lisait La Petite Fadette quand j'étais petite et les contes de sorcières du Berry. Oui, c'est vrai que c'est un personnage un peu incontournable chez nous en Berry. Pour George Sand, vraiment, cette région, c'était quelque chose de très important. Elle s'est vraiment inspirée de toute cette nature, ces paysages pour écrire. Et puis elle a été élevée par sa grand-mère, je crois. Oui, elle arrive un peu par hasard en fait en Berry, puisque en fait son père a fait une chute de cheval mortelle et donc elle va se retrouver ici avec sa grand-mère. Et elle était élevée un peu de manière duale entre les enfants de la campagne et cette grand-mère un peu très cultivée. Oui, c'est vrai que sa grand-mère lui donne une éducation de jeune fille de bonne famille, très aisée. Et puis à côté, elle a comme compagnon les enfants des domestiques, des petits paysans qui vivent autour. Donc j'allais dire petit à petit, elle engrange des manières de vivre. Et tout ça, toutes ces observations vont ensuite lui servir pour écrire ses romans. Et puis il me semble qu'elle avait un précepteur qui l'a laissé monter à cheval à Califourchon. Alors ça me touche particulièrement parce que moi je suis cavalière de famille de cavaliers. Et c'était assez impensable à l'époque. Oui. D'habitude on apprenait aux jeunes filles à monter en Amazone. Voilà. Mais là, on se rend compte très vite que c'est beaucoup plus pratique de monter en pantalon et à califourchon. Ça fait plusieurs choses qui font d'elle une future George Sand. Oui, une femme quand même très particulière, très libre. C'est dans cette maison d'enfance que va se jouer les premières heures de la vie d'adulte de celle qui n'est encore qu'Aurore Dupin. La future George Sand s'y installe avec son mari Casimir Dudevant en 1822. C'est ici, dans ce bureau modeste, que naîtra un personnage étonnant. Est-ce que quand elle écrit ici, elle s'appelle déjà George Sand ? Alors elle est au tournant de sa vie, c'est le moment où va naître justement ce pseudonyme de George Sand. Il faut dire qu'en fait, elle a rencontré un jeune homme qui s'appelle Jules Sandeau. Et avec Sandeau, elle va écrire d'abord un premier roman, Rose et Blanche. Donc là, ils vont le signer J. Sand, donc la contraction de Sandeau. Et puis, elle va continuer à écrire dans ce petit boudoir, mais elle va se demander comment signer. Donc, elle va choisir de garder Sand, mais elle va accoler le prénom de Georges. Pour se démarquer de Jules. Elle écrit toute seule et elle se démarque de Jules. Et alors, pourquoi devenir un homme pour écrire à cette époque ? Oui, parce qu'à l'époque, c'est quasiment impensable pour une femme d'écrire. Les premiers temps, effectivement, elle trompe tout le monde littéraire. Et une fois j'allais dire que George Sand est reconnue. Elle dit elle-même, c'est un bon gaillard. C'est le prénom de mon arrière-grand-père, Georges. Voilà, alors est-ce que c'était un prénom usuel en Berry? Peut-être, à cette époque-là. À mesure que le succès de George Sand grandit, son mariage se dégrade. Une fois la séparation consommée en 1836, l'écrivaine s'entoure du gratin culturel de l'époque. Et ce petit monde est régulièrement reçu dans ce salon. Elle a quasiment reçu tous les grands artistes de son temps ici. On pense effectivement à Chopin avec lequel elle a vécu quasiment 9 ans, mais aussi Delacroix, Flaubert, Tourguenieff, donc Balzac. Un petit déjeuner avec Chopin et Balzac, et c'est fou.
Oui, il y avait une grande liberté pour les gens, les invités ici. On se retrouvait pour manger. Et puis le soir, en général, George Sand devait venir avec le dernier chapitre qu'elle avait écrit la nuit précédente. Et puis, elle leur lisait. Il faut s'imaginer, je ne sais pas, Delacroix en train de crayonner quelque chose. Chopin, peut-être, qui pouvait se mettre au piano. Et soit il improvisait, parce qu'il paraît qu'il était très drôle, qu'il pouvait mimer aussi des personnages tout en jouant du piano. Ou bien il faisait part lui aussi de ses dernières compositions. Nous laissons Nohant et ses célèbres artistes, car l'Indre regorge de merveilles. L'une d'entre elles se trouve à quelques kilomètres, sur un plateau dominant la Creuse. Il s'agit d'Argentomagus, un vaste site archéologique gallo-romain qui s'étend sur 70 hectares. Ces vestiges exceptionnels n'ont pas fini de révéler tous leurs secrets et font toujours l'objet de fouilles. Dorothée redécouvre cette cité antique avec plaisir, en compagnie de Philippe Riffaut, le directeur du site. Bonjour Dorothée. Je me souvenais pas que c'était si grand, Argentomagus. Oui, c'est un site très important. Viens, t'as pas tout vu, je t'emmène. Difficile de se le représenter aujourd'hui, mais ce domaine était à l'époque une énorme agglomération. Grâce à ces ruines si bien préservées, les chercheurs ont pu reconstituer précisément l'urbanisme de cette cité. La première perle de ces lieux, c'est la fontaine monumentale du IIe siècle. Monumentale, pourquoi? Parce qu'elle est composée d'une paire de gradins singulières en fait, qui font que cette fontaine est un cas un peu unique en Gaule romaine. Si on dit gradin, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient s'asseoir dessus? Oui, très probablement. C'était sans doute un espace où l'on pouvait débattre des affaires de la ville, de la cité. On puise l'eau et puis on discute. Un peu comme au marché aujourd'hui. Oui, c'est un peu les marchés de campagne, on vient discuter. Et tout le monde avait le droit de venir ici, oui. Les hommes, les femmes, les Gaulois, les Romains. À cette époque, on est là, 1er, 2e siècle, les Gaulois et les Romains vivent très bien ensemble. La conquête s'est faite par les armes, mais avec le temps, le système que les Romains ont mis en place a permis aux populations dites indigènes de participer à leur destinée. Le clou de la visite se trouve à quelques mètres de là. Un théâtre gigantesque, capable d'accueillir l'importante population de cette métropole antique. Il est très très impressionnant ce théâtre antique. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Oui, c'est un édifice qui contenait jusqu'à 5000 spectateurs et qui est de toute évidence un symbole de richesse. Et alors, est-ce qu'on s'installait à sa guise? Est-ce qu'il y avait des ouvreuses? Non, il n'y avait pas des ouvreuses. Malgré tout, il y avait des règles. Il y avait sur la droite la place réservée aux prêtres qui présidaient aux jeux scéniques, car ces jeux se déroulaient dans le cadre de manifestations religieuses. Il y avait les notables qui s'installaient sur les gradins, et puis le reste de la population qui s'installait dans le théâtre, les esclaves d'ailleurs pouvant eux aussi assister aux jeux scéniques. Et qu'est-ce qu'on jouait ici? Quel genre de spectacle? C'était léger, c'était drôle. C'était une manière d'ailleurs de niveler les différences sociales. On se moquait parfois, et cela pouvait satisfaire aussi la population modeste qui, par procuration, tâtelait un peu les classes dirigeantes. Un peu de sarcasme. Oui. On avait le droit. On avait le droit, effectivement. C'est drôle de voir cette idée associée à un lieu aussi solennel. Je crois que maintenant je vais pouvoir fouiller. Oui, effectivement, si tu le souhaites, tu vas pouvoir tâter de la truelle, comme on le dit, entre archéologues. Et me prendre pour Indiana Jones. Absolument, je t'emmène sur le site, on y va. Il est temps pour Dorothée de rejoindre Simon Giron, archéologue, occupé à faire parler ces pierres millénaires. Bonjour Simon. Bonjour. Ça se passe bien? Qu'est-ce que tu fouilles?
Je fouille l'extérieur d'un édifice religieux de l'époque romaine, un temple. On se situe là vraisemblablement sans doute entre la fin du 3e, début du 4e siècle de notre ère. Est-ce que moi aussi je peux faire un petit peu l'archéologue? Est-ce que tu peux me montrer? Je voudrais pas détruire quelque chose, mais j'aimerais bien... Justement, je te propose de prendre les outils adéquats. Vas-y, tu peux y aller parce qu'il y a des choses assez intéressantes que j'ai envie de voir. N'hésite pas à le dégager un petit peu, il n'y a pas de souci. Et donc là, tu vois, on voit une épaisseur de mortier assez importante, une couche plus fine, plus blanche, et par-dessus, une petite peinture rouge. C'est les vestiges de l'enduit mural du mur contre lequel tu es appuyé ici. Et ce qui est intéressant, vu qu'on est dans un temple, c'est qu'on peut trouver des graffitis faits dessus. Du coup, je n'ose pas trop continuer parce que comme je ne suis pas experte, je ne voudrais pas abîmer les graffitis. C'est un comble de ne pas abîmer les graffitis. Exactement. Et vous avez trouvé des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Justement, on a notamment ici 2 fragments d'une même statuette qui recollent ensemble. C'est une figure un peu classique qui est représentée ici. C'est le genre d'objet qu'on retrouve fréquemment dans divers contextes, que ce soit un habitat, une tombe. Là, on l'a retrouvé au plus proche de la divinité. Donc, une des hypothèses d'interprétation pour cet objet, c'est qu'on l'a offert à la divinité. Et ensuite, on a retrouvé ce petit objet-là, qui est là bassement matériel puisqu'il s'agit d'un cure-oreille. Un coton-tige? Le coton-tige de l'époque, exactement. Qu'est-ce qu'un coton-tige fait dans un temple? Et là est toute la question. Mais visiblement, on n'hésitait pas à donner à la divinité des objets même les plus simples et les plus banals. C'est quand même fou de se dire qu'on fouille un mur avec des petits morceaux qui ont été fabriqués par nos ancêtres il y a 2000 ans. Je te remercie beaucoup. Pour couronner notre visite dans l'Indre, nous vous emmenons dans un lieu unique, le château de Valençay, situé aux abords de la rivière du Naon. Construit au XIIIe siècle, cet édifice a évolué au fil des époques et mêle différents styles architecturaux. Sylvie Giroux, la conservatrice de ce monument, n'en finit plus de se passionner pour les fabuleuses histoires qui se sont déroulées ici. Quel incroyable château! Et alors moi, il me fait un petit peu penser à Chambord. Oui, il est magistral. Ça vient du donjon Renaissance, ça vient de ces 2 tours incroyables en dôme. Et alors, il me semble qu'il a été choisi par un personnage très illustre. Oui, qui est Talleyrand, le ministre des Relations extérieures de Napoléon. Et c'est d'ailleurs Napoléon qui l'a incité à acheter ce domaine pour faire valoir la gloire de l'Empire. Alors il l'a évidemment acheté avec l'aide de l'Empire, parce que Talleyrand savait très bien faire payer autrui. Donc c'est un château qui lui appartient, il l'habitera pendant 30 ans. À Valençay sont reçus les plus hauts dignitaires et chefs d'État étrangers. Dans ces murs, c'est même parfois joué le destin de l'Europe. Alors Sylvie, pourquoi parlait-on de la réputation de prison dorée de Valençay? Parce qu'en effet, ça a été la prison dorée des princes espagnols pendant 5 ans. Parce que Napoléon a voulu mettre son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Et pour ce faire, en 1808, il a organisé une entrevue à Bayonne et il a, on pourrait dire, kidnappé les princes et les a emmenés à Valençay. Et alors, monsieur de Talleyrand recevait les princes d'Espagne en exil ici? Oui, tout à fait. Il se devait de les recevoir, évidemment, le mieux possible. Donc, on a construit un théâtre, on a construit un pavillon de chasse, ils étaient magnifiquement traités en cuisine, voilà. Et puis, il y avait toute la cour, donc une 50aine de personnes en réalité. Ah oui. Et alors, ma grand-mère me racontait que les chaises ici auraient été brodées par les dames de la cour. Oui, en effet, ça fait partie des souvenirs, tout comme on a aussi le portrait du prince d'Espagne, Ferdinand VII, parce que comme il était très heureux finalement des bons traitements qu'on avait eus pour lui, il a envoyé son portrait à Talleyrand à la suite. Sylvie nous guide dans la pièce la plus énigmatique du château, le bureau de Talleyrand.
C'est dans ce lieu de l'intime que s'exprime toute l'ambiguïté de sa personnalité. Voici le meuble de l'apparat, du faste, de l'Empire par excellence, avec tous les codes, l'aigle, les sphinges ailées, et puis derrière, c'est aussi un cabinet des secrets. Si j'appuie donc sur ces petites chouettes, on ouvre, et derrière, des tiroirs. Des tiroirs dans lesquels peuvent se loger des courriers confidentiels, diplomatiques, des billets. Et donc on représente ici tout ce que Talleyrand était pour l'Empire, c'est-à-dire on est dans l'ostentatoire, dans la représentation par excellence. Et alors à côté de ce meuble très luxueux, très doré, il y a un contraste fort avec ce mobilier complètement différent, il n'y a pas de dorure. Talleyrand, en effet, réserve toujours des surprises. Et donc, il a aussi ce côté de recueillement, on pourrait dire, de simplicité, de profondeur, puisqu'il était double, triple, multiple, Talleyrand. Et alors, ce fauteuil, moi, il me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de l'essayer? Oui, c'est le dernier fauteuil du prince. Il est magnifique. Et puis alors, il a cette poche sur le côté pour ranger mes magazines de déco. Tout à fait moderne. Talleyrand, durant toutes ces années de gloire, a un complice inattendu. Marie-Antoine Carême, illustre cuisinier, qui a lui aussi contribué à sa manière à la politique étrangère française. Bernard Brossier est un chef, fin connaisseur des recettes de cette légende de la gastronomie française. Bonjour Bernard. Bonjour Dorothée. Nous voici dans la cuisine d'Antonin Carême. Oui, Antonin Carême, ce célèbre cuisinier qui est venu à Valençay véritablement pour faire la cuisine pour plein de chefs d'État, parce que au travers de la cuisine, la diplomatie se passait beaucoup mieux. Et est-ce qu'il a apporté quelque chose à la cuisine française? Absolument. Il est à l'origine de toute la cuisine qu'on connaît à l'heure actuelle. Les sauces, etc. Il a mis de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et il est vraiment à l'origine de la cuisine moderne, oui. Dorothée va maintenant s'essayer à la cuisine de ce grand chef. Au menu, la célèbre recette du potage de quenelle de carpe, revisitée par Bernard. Donc maintenant, ça donne un consommé de poule noire du Berry, qui est un produit régional, aux quenelles de carpe de Brenne et champignons. Et la carpe de Brenne qui est un produit régional aussi. Bien sûr. Donc là, j'ai préparé un petit peu de mie de pain. On va additionner un peu de lait et puis chauffer doucement pour sécher cette mie de pain. Donc il faut y aller. Voilà, on va arrêter. Ensuite, l'élément clé de la recette, la carpe, est coupé et mixé. Le pays d'où je viens, qui est la Brenne, a quelques encablures de Valençay, où on produit de la carpe dans des étangs. Et donc voilà pourquoi la recette d'Antonin Carême m'a paru évidente à faire. Oui, d'ailleurs, la carpe, ça me rappelle les pêches d'étang, où on vide tous les étangs pour récupérer toutes les carpes, parce que c'est comme ça qu'on les pêche. Absolument. En Brenne. C'est une fête, tout le monde se retrouve et c'est l'occasion. C'est ça, c'est ça. Après, il va falloir rajouter un peu de beurre. Enfin, quand je dis un peu, et encore, j'ai diminué la quantité par rapport à ce qu'il y avait dans la recette d'origine, parce qu'ils étaient tellement gourmands, mais c'était quand même très gras. Et alors, je te laisse mettre le 4 épices, il faut mettre, allez, la moitié. La moitié du contenu, là? Oui, il faut que ce soit relevé. Ah oui. Je m'arrête quand tu dis stop. Allez, ça me paraît pas trop mal. Oh, encore, un tout peu. Une fois la carpe assaisonnée, elle est mélangée à la mie de pain séchée. Puis le tout est lié avec des œufs. Il n'y a plus qu'après à pocher les quenelles. J'essaye. Eh ben oui, il y a un début à tout. Donc on en sert comme ça de façon à former la quenelle. Eh ben c'est super. Je vais peut-être vous embaucher. Les quenelles plongées dans un bouillon de volaille vont pouvoir absorber de nouveaux arômes. Ça commence à sentir drôlement bon, cette carpe. L'heure du dressage a sonné. Donc maintenant, un petit peu de bouillon dans le fond de notre assiette, quelques champignons. On va délicatement prendre nos quenelles. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à déguster. J'ai hâte. Alors, qu'en pensez-vous? C'est délicieux.
Prums, j'ai le droit de me resservir? Bah, bien sûr. Le Berry est à l'image de ses habitants, généreux et attrayants. Ainsi s'achève notre voyage dans cette région dont les multiples facettes ne cesseront de vous enchanter. Autant de lieux qu'il faut absolument voir une fois dans votre vie.